Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Sharazed. Bonjour. Je suis très heureux qu'on puisse échanger aujourd'hui. En fait, il se trouve qu'on a participé tous les deux au Marathon des Sables Jordanie il y a quelques jours. On n'avait pas eu l'occasion d'échanger sur place. Je suis pas venu à ta rencontre, mais je t'en parlais juste avant d'allumer le micro. Pour moi, c'est impossible de partager cette aventure sur le Marathon des Sables où j'ai suivi plein de profils, sans parler de toi, parce que ton histoire, je pense, a marqué tout le bivouac. Et puis, on a commencé à la partager un peu plus largement là depuis quelques jours. Et c'est vrai qu'elle a un chouette retentissement. Donc, je suis très heureux et c'est important qu'on puisse échanger selon moi pour que, boucler ce podcast et puis mettre en lumière ton histoire personnelle et puis ta résilience sur ce Marathon des Sables Jordanie. Tu as fait preuve de beaucoup de courage. Donc, je suis très heureux qu'on puisse terminer par ton témoignage. Donc voilà, là, on est en France tous les deux. On est rentrés à Paris. Ça fait quelques jours. Ça a été, toi, le retour à la vie parisienne, à la vie de famille? Le choc thermique, déjà. On va dire. Oui, quand je suis rentrée, tout le monde était content. Les enfants ont sauté sur moi. Maman, je veux voir la médaille. Donc, ils vont tous porter, j'en joue avec. J'ai fait attention quand même. C'est précieux. Très précieux maintenant. Et oui, et j'étais très fatiguée en fait. Toute la fatigue, elle est venue d'un seul coup. Alors que pendant tout, enfin même juste après, quand on est revenu à l'hôtel et tout, j'avais pas cette fatigue. Mais c'est dès que je suis rentrée chez moi, ça, toute la fatigue, je l'ai ressentie, les courbatures. J'ai dit, allez ben. Petite chute d'adrénaline après tout ce plaisir et tout ce partage. Sharazed, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Nous dire qui tu es, où tu vis, un peu ton contexte familial, plus personnel. Alors, donc je vis pas loin de Versailles, Plaisir. Et donc j'ai 4 enfants. Le dernier a presque 20 mois là maintenant. Donc plus d'un an et demi. Hein. Et j'ai 13 sports à la maison. J'ai un grand qui est ado, passage de brevet là. Et sinon, je suis orthoptiste et je suis aussi coordinatrice de recherche clinique. Hein. J'ai 2 casquettes. Et mais actuellement, je suis en congé parental. Sharazed, tu es atteinte de sclérose en plaques. C'est une maladie qui s'est déclarée quand? Il y a combien de temps? Alors, elle a été diagnostiquée par hasard. C'était en 2013. Et je n'ai pas eu de poussée. La première fois que j'ai eu la poussée, c'était en 2015. Donc le temps, bien sûr, il y avait le déni d'accepter la maladie. Comment ça a été décelé? Ça a été quoi les symptômes qui ont permis d'investiguer, de réaliser que tu étais atteinte de cette maladie? Alors, comme je suis orthoptiste, au cours de ma formation, j'étais cobaye dans un examen de la rétine, on va dire, hein, d'imagerie. Et c'est là qu'on voyait que j'avais des atteintes. Et pour moi, j'avais pas de pathologie, rien du tout. Et donc, j'avais fait une batterie d'examens et c'est là que j'ai su que c'était en fait des séquelles de névrite optique, c'est-à-dire d'atteinte du nerf optique. Donc, qui était finalement liée à la sclérose en plaques. Mais on m'a dit, bon, ça se trouve, tu ne pourras jamais te pousser, tu peux oublier, quoi. Et finalement, c'est en 2015 que j'ai eu mes premières poussées, c'est-à-dire j'avais des paires de sensations dans les cuisses, des choses comme ça, c'était un peu bizarre, on va dire. Donc, les premières fois, quand on a des poussées, on nous donne de la corticoïde, on va dire, à l'hôpital. Et c'est en fonction des répétitions des poussées qu'on nous dit, là, il faut peut-être penser à se traiter, parce que là, vraiment, la maladie, elle s'installe. Ça peut durer combien de temps, une poussée, pour avoir un ordre d'idée? Franchement, c'est variable d'une personne à une autre, parce que ça dépend de l'intensité de la poussée. Donc, ça peut être 1 mois, quelques semaines. Et après, il y a le temps on va dire que le corps, il fabrique une fausse, pas vraiment une fausse, mais une sorte il répare un peu la myéline à sa façon, mais ça va pas être une conduction normale du nerf optique comme à l'origine. Donc, elle sera un peu de mauvaise qualité, on va dire, mais qui fonctionne. Et donc là, c'est une maladie par la force des choses où ces poussées sont amenées à se répéter, à de plus en plus présentes. Est-ce que c'est imprévisible? Voilà, exactement. C'est ce qui est dans la sclérose en plaques, c'est qu'on ne sait pas quand la poussée aura lieu. Il y a des personnes qui arrivent à sentir leur poussée qui va arriver. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là.
Mais on ne sait pas en fait, et on ne sait pas quelle intensité, à quelle répétition, et si ça sera une poussée sensitive, moteur, ou si ça peut être en fait, la sclérose en plaques, comme c'est tout le système nerveux le système nerveux central qui est atteint. Donc du coup, ça peut toucher tout ce qui est cognition, tout ce qui est visuel, tout ce qui est motricité, tout ce qui est sens esthétique, pas mal de choses qui fait que les muscles sont atteints, on va dire, et la motricité, enfin toutes ces choses-là. C'était quoi l'évolution, toi, depuis 2015 de la maladie? Alors moi, j'ai eu beaucoup de poussées sensitives et j'ai eu ma première poussée motrice, c'était quand j'ai voulu allaiter très longtemps. Parce qu'on nous dit justement qu'il faut reprendre le traitement dans les 3 mois après l'accouchement. Et en général, c'est pas vraiment compatible avec un allaitement. Ça dépend du traitement. Et moi, je voulais pousser plus loin l'allaitement. Et finalement, j'ai eu ma poussée qui était très forte. Donc, j'ai une poussée motrice. Et c'est là que je me suis dit, faut pas rigoler avec ça. Il faut écouter le médecin. 3 mois, il faut pas faire plus d'allaitement. Mais c'est là que j'ai vu que vraiment que la maladie, elle peut évoluer différemment. Parce que j'ai jamais eu de poussée motrice. Et franchement, une poussée motrice, c'est horrible parce qu'en fait, en boîte, moi, c'était le pied gauche qui était atteint. Et donc, je pouvais plus le manipuler pratiquement. J'étais obligée de boiter, en fait. Et ça a duré 1 mois. Et ça faisait bizarre parce que je boite, mais j'ai pas d'atteinte, mais d'atteinte comme en général pour on boite, quoi. Et finalement, ça fait peur. En fait, c'est une maladie, ça fait peur parce que c'est d'un seul coup, on se réveille, on a ça. Et on comprend pas et on sait pas combien de temps ça va durer, on sait pas si ça va être plus fort, ça nous fait peur. Donc ça a limité ta pratique de la course à pied, mais ça t'a pas forcément limité sur toutes les activités physiques. Tu as réussi à avoir un petit peu de sport quand même dans ton quotidien, malgré tout, à le maintenir? Oui, alors comme je sais que les muscles profonds sont atteints aussi, j'ai fait de la rééducation et je fais du fitness plus basé sur comme le pilates qui est très bien justement pour les muscles profonds. Le power yoga aussi, qui est un peu un combiné de tout ça. Et tout ça, c'est dans un club de fitness. On fait ça. Il y a plusieurs types de sport. Et je fais aussi les cours d'abdos fessiers, tout ce qui permet de faire du renforcement musculaire, en fait. Et je le fais en groupe parce que ça me motive plus. Je comprends. Moi, j'ai du mal à me motiver quand je suis tout seul pour ça. Là. Venons-en au MDS, si tu veux bien, Shahrazad. Qu'est-ce qui t'a motivé? Et puis à quel moment tu t'es dit que c'était le bon moment? Comment est-ce que tu t'es décidé à te lancer sur ce marathon des sables? Et puis à quel point ça te paraissait être un défi atteignable ou au contraire très très difficile et très challengeant? Comme j'ai vu que je savais plus courir, on va dire entre guillemets, pas plus courir, je peux courir, mais de très faible distance, c'est-à-dire mon périmètre de course, il est limité. Et moi, j'aime bien courir. J'aimais bien courir sur la jeune, j'aimais bien faire des courses. C'était un truc que j'adorais et ça, franchement, ça m'a fait un choc émotionnel dans le sens de me dire que je peux plus faire ça. Mais je me suis dit que je peux marcher. Et quand je ramène les enfants à l'école, je marche. Et j'essaye aussi des fois, parce qu'on nous dit qu'il faut toujours avoir une activité physique pour avoir toujours les muscles mobiles, pour pas justement avoir des atteintes profondes et pour garder ce qu'on a aussi et peut-être aussi renforcer ce qu'on a. Et ben, quand je peux, je marche. Au lieu de prendre les transports, j'essaye de marcher. Je me dis, bon, ça va, ça, je peux le faire à 3 arrêts. Par exemple, je me rappelle les métros, c'est ce que je faisais aussi. Je me disais à 3 arrêts, je peux le faire en marchant, je le fais. Et donc, du coup, j'ai essayé de pratiquer la marche. Et j'ai commencé la marche nordique. Et pourquoi j'ai décidé de faire le marathon des sables? Parce que quand je me suis dit, je pourrais plus courir, mais qu'est-ce que je pourrais faire vraiment pour qu'est-ce qu'il me reste à faire? Enfin, finalement, c'est marcher. Et je regardais à part la marche nordique, des choses comme ça. J'ai vu Marathon des Sables et j'ai vu qu'il y avait on pouvait le faire en marchant. En fait, j'avais envie de me faire un défi. Je me suis dit, pourquoi pas je le ferais. Après, je me suis dit, bon, je regarde, je vois qu'il fait chaud. Et il fait chaud, je sais que quand on a la cèpe, il faut pas aller trop dans les endroits chauds. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, il faut que je le tente. Je dis, je peux pas me laisser. J'avais envie de défier ma maladie, en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais j'avais envie de montrer que je suis capable, en fait. De me dire, non, ça, je veux pas qu'elle me prenne la marche, en fait. J'ai décidé au moins, je peux pas courir comme je veux, même si je vais essayer de faire de la rééducation, peut-être que ça va pas vraiment ramener quelque chose.
Mais au moins la marche, je veux la garder. Sinon, j'ai plus de liberté. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le faire. Et après, j'ai regardé les kilomètres et tout. Je me suis dit, ouais, il y a le plus long et tout. Je vais le faire quand même le plus long. Je dis, je vais le tenter. Je n'ai jamais marché autant, mais je suis sûre que je serai capable. Je suis sûre. En fait, j'avais une confiance en moi. Je me suis dit. T'as toujours su que tu y arriverais? Oui, je sais pas comment, mais je me suis dit, parce que j'avais tellement une conviction, je me suis dit, non, elle va pas m'atteindre jusque-là. La CEP, elle va pas m'empêcher. Je sais que la CEP, il y a le problème de la fatigue. Ça, je l'ai. Parce que on a des problèmes de fatigue avec la CEP. Mais je me suis dit, non, je vais faire tout pour réussir. J'ai regardé des vidéos de personnes qui ont fait du marathon des sables, qui donnaient comme conseil et tout. Je sais, il faut que je vais faire pareil. Je vais faire ceci. J'ai essayé de prendre ce qui me convenait. Et pour moi, c'était le premier marathon, quoi. Donc, dans ma tête, je me suis convaincue, on va dire. J'avais aussi les médecins qui m'ont convaincue, qui m'ont dit, oui, c'est bien pour vous, il faut le faire. Faites-le. Oui, il faut essayer, c'est bien de se donner des défis. Il y avait des points d'attention qu'ils ont relevés, des choses auxquelles toi tu devais être attentif pour... Voilà, j'imagine que tu as prévenu aussi l'équipe médicale du Marathon des Sables. Est-ce qu'il y avait des points d'attention particuliers pour toi? C'est vraiment les problèmes de chaleur qui peuvent faire ressentir des anciennes poussées, on va dire. Et la fatigue, parce qu'on a une certaine fatigue chronique plus ou moins quand on a la sclérose en plaques. Charazette, je voulais qu'on se parle c'est une course à étapes, donc il y a 3 étapes. Il y avait une première étape qui faisait un petit peu moins de 30 km où on a eu énormément de sable mou, qui a été un peu, je pense, surprenante pour tout le monde. Et je voudrais qu'on parle surtout de la deuxième étape, c'est l'étape longue. C'est celle qui fait peur un peu à tout le monde. Et tu l'as dit, en fait, il y avait la possibilité de faire 3 distances, soit 20 km, soit 40, soit 60. Donc c'est vrai qu'au sortir de la première étape qui était quand même assez difficile, il y a un certain nombre de coureurs qui ont peut-être revu en tout cas leurs ambitions sur ce qu'ils allaient faire sur la deuxième. Toi, c'était non négociable, tu nous l'as dit. Tu ferais ce 60 km. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée cette étape? Donc c'était un départ très matinal et puis voilà, l'étape s'est prolongée aussi assez tard dans la nuit pour toi. Est-ce que tu peux juste nous raconter un peu comment tu as vécu ce moment-là et ces 60 km? Alors déjà, sur la première étape, c'est vrai que quand j'ai vu le test de la première étape, pour moi, c'était vraiment le test de la marche, de voir comment je pouvais m'adapter avec ma vitesse de marche, les montées surtout. C'est un peu dur. Et quand j'ai vu que j'étais arrivée un peu quand même tard et que j'avais perdu un peu de temps et tout, donc je me suis dit, à la deuxième étape, il faut au moins je fais les 3 checkpoints dans la matinée, pour être sûr que j'arriverai pas tard la nuit après. Parce que je savais qu'il y aurait un problème de fatigue. Donc les 3 checkpoints, c'est à peu près la moitié, hein, c'est une trentaine de kilomètres. C'est tous les 10 kilomètres plus ou moins. Et je savais que je pouvais les gérer les 10 kilomètres. Et je me suis dit, ce que je fasse dans ma tête, c'est je me remets à zéro à chaque checkpoint. Je me fais tu découpes l'étape, ouais. Voilà, exactement. Je mens à mon corps, en fait. Et donc, du coup, moi, j'avais le problème du sac. Ça, c'était parce que c'est le premier marathon, première fois avec l'histoire de sac. Parce qu'il était très bien en sac avant de commencer, mais la veille, j'avais rajouté des choses. Du coup, c'était à un classique. Et donc, du coup, le soir de la première étape, j'avais essayé de diminuer le sac. Et finalement, j'ai remarqué au premier checkpoint que non, j'avais pas bien diminué le sac, parce que je sentais encore, on va dire. Et donc, j'en ai profité pour encore me débarrasser de certaines choses. Et après, donc, j'ai continué. Donc, je pense que j'ai perdu du 100% sur le premier checkpoint. Parce que j'ai dû diminuer un peu de sac. Et donc, j'ai continué. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, je fais les 20 allez. Après, je me suis dit non. Non. Sors ça de ta tête. T'as dit que tu vas faire les 60, tu fais les 60. Allez. Et je me suis pas... Enfin, si je le fais, je me défie par rapport à ma maladie. Donc, c'est pas sur 20 km. Si je suis capable de faire, j'ai fait 30 hier, je vais pas faire. Et quoi, je me suis dit, je vais y aller. Je vais voir ce que ça donne jusqu'à la prochaine bifurcation. Et la prochaine bifurcation, c'était soit 60, soit 40. Et on m'a posé la question. Bah, vu l'heure qu'il est, là, tu fais soit 40, soit 60. 60, tu vas arriver très tard. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein, là-bas. Et, mais pareil, hein, 40, tu seras dans la nuit, mais tu arriveras plus tôt quand même. Hein, voilà. Après, moi, je réfléchissais et tout. Surtout qu'à la première étape, je me rappelle, il y avait l'histoire des chiens
quand on est tout seul, voilà, quand on était des profs faciles, d'après ce qu'on m'avait dit. Hein. C'est très rassurant. Il fallait être ensemble, on va dire. Il fallait être avec la personne qui était derrière. Donc je me suis dit, non, allez, c'est bon, je vais le faire. Je vais faire le 60. Je me suis inscrite pour ça. Parce que si je fais le 40, même si je le réussis, je vais pas être aussi fière de moi parce que c'est comme si je m'aurais été dit que je suis faible en fait par rapport à la maladie et que je pourrais pas y arriver et c'est parce que j'ai la CEP que j'ai pas pu faire le 60 en fait. Je me suis dit non. Non, je vais faire le 60, je vais prouver que ma maladie qu'elle ne mourra pas, quoi, et que c'est pas elle qui gagne, c'est moi qui gagne. En fait, c'est comme si je parlais à la maladie qui était en moi, en fait. Je sais pas comment l'exprimer. C'était comme si je disais non, je ne vais pas avoir raison de moi, en fait. C'est moi qui décide, je le ferai, je le ferai. Et alors, je me suis dit non, je vais faire le 60, tant pis, peu importe, je vais le faire, même si ce sera difficile, même si je dois me traîner, même si j'ai plus de force, je me traînerai jusqu'à l'arrivée. Il faut que je fasse les 60. Et donc, je continue à faire... il y a des moments où c'était facile de marcher vite, on va dire, parce qu'il y avait des moments où c'était des moments plats, un peu sentiers. Il y avait des fois où c'était mou. Il y avait le moment où il y avait une roche. Il fallait faire un peu de l'escalade. Mais ce qui était très bien, c'est que franchement, et qu'il y avait des moments où c'était vraiment un vrai désert. C'était vaste avec les rochers loin. Et ça des longues plaines avec des kilomètres à perte de vue. Exactement. Et ça nous fait des pauses psychologiques, on va dire. Ça nous apaise et ça nous remet un peu, ça nous recentre. Et donc, ça rebooste et on y va, quoi. Des fois, on n'a même plus besoin des écouteurs pour écouter. En fait, le silence, c'est le même, ce silence qu'on entend. Je sais pas, il a un son, en fait. Et je sais pas comment l'expliquer. Mais on a l'impression vraiment, je sais pas. Et même c'était des paysages, on avait l'impression d'être dans les films, d'être ailleurs, d'être finalement pas dans le désert, d'être sur la lune, je sais pas. C'était impressionnant. Et donc du coup, ça me donnait encore moins envie de découvrir, d'avancer. Je me dis ah non, je veux faire tout. Heureusement, je fais les 60 km, au moins je vois plus de paysages. Et j'ai pu voir aussi les couchers de soleil, c'est magnifique. Après, bon, donc du coup, la nuit, ce qui est difficile, c'est le balisage, on va dire. Parce que là, tu étais seule, globalement, il n'y avait personne devant ou derrière, tu étais vraiment très isolée. Ouais, mais il y avait de loin, il y avait ceux qui ramassent. Comme j'étais à chaque fois la dernière, donc il y avait derrière les gens qui ramassaient le balisage. Mais bon, ouais. Moi j'avançais, hein, j'étais pas vraiment avec eux. Mais je savais qu'ils étaient derrière. Et c'est comme si c'était des coureurs qui étaient derrière moi, on va dire. Là, je me suis dit, c'est pire, je serais obligée de m'arrêter et je les attendrais. Mais bon, moi je me suis dit non, je dois avancer, pas avancer. Et à chaque fois, je lui demandais à chaque fois combien de temps il me reste pour le prochain, etc. Pour être vraiment dans le timing, quoi. Et à la fin, je sais que je crois que c'était l'avant-dernier, c'était les 14 km, c'est ça? 14 km ou 13, je me rappelle plus. Alors là, celle-ci, franchement, c'est là que j'ai commencé à douter de moi. Je me suis dit, non, il faut y aller et tout. Les montées, il y avait une montée qui était difficile, je me rappelle. Moi, j'étais là avec mes bâtons, j'essayais de tirer mes pieds, je commençais à sentir vraiment que j'avais mal. Et je me suis dit non, et je sentais en plus mes pieds qui étaient en feu, les ampoules en fait. J'ai dit non, pense pas à ça. Tu penseras à ça à l'arrivée, tu iras te soigner. J'ai dit pense pas à ça, si tu penses à ça, tu penses pas à la douleur, pense à rien. Et je voyais mon corps, il luttait contre moi en fait. Moi, je voulais avancer et mon corps, il me renvoyait les signaux que j'avais anesthésié en fait, c'est-à-dire mes douleurs. Et la fatigue, en fait. La fatigue, après, à un moment donné, j'avais envie de dormir aussi. Je me forçais, je prenais des trucs sucrés que j'avais dans les poches. J'avais des abricots secs qui étaient bien sucrés, je les prenais aussi. J'avais les boosts là, de Andros là. Et j'en avais pris un autre au café. Je me suis dit, parce que je savais, je me connaissais, je me suis dit, il faut que je prenne du café le soir, on ne sait jamais. Pour essayer de vraiment me maintenir éveillée. Et donc, du coup, au dernier checkpoint, parce que en fait, les checkpoints, ce que je faisais, comme je voyais que c'était toujours trop juste, pas sur les premiers, mais vers les milieux jusqu'à l'avant-dernier, c'est que je remplissais les gourdes et j'essayais, je bougeais un peu mes pieds comme ça, mais je m'asseyais pas parce que je me disais non, si je m'assois, mes muscles, voilà quoi. Donc du coup, je redémarrais tout de suite, même pas 5 minutes, je redémarrais. Mais le dernier, je me suis dit non, il faut que je me pose là, je sentais la fatigue. Donc je suis restée quelques minutes et c'était le checkpoint où il
ils faisaient le feu, les Bédouins, ils avaient fait un petit feu, je sais pas si tu vois c'est lequel, c'était l'avant-dernier, enfin le dernier, le dernier check-point. Mais c'était sympa et tout, donc et donc du coup j'ai profité juste pour m'asseoir et tout parce que j'étais pas bien, oui parce que j'avais une sensation j'avais la tête qui tournait des fois. Donc ça c'était sur je te dis, c'est celui qui faisait le plus de 10 km. Là ça c'était atroce, ça je me rappelle. Celui-là il était dur. Il était dur parce que j'avais accumulé toute la fatigue en fait de ce que j'avais fait derrière et il fallait que je donne de la force. Mais j'ai réussi. Je me suis dit, allez, il reste que 8 km, tu peux le faire. T'as fait tout ça, 8 km. Mais quand j'ai commencé à avancer, c'est là que j'avais plus de force. Donc j'ai fait l'erreur en fait de me reposer, enfin de me reposer assis quoi. Je me suis dit, j'ai dit, j'arrête pas à faire ça parce que du coup j'avais plus la même vitesse. Le peu de force qui me restait, en fait, c'était que pour mettre un pied devant l'autre. Et donc, c'est-à-dire, même quand c'était facile pour moi, pour augmenter la vitesse, c'est-à-dire quand c'est des sentiers droits, enfin, sentier, quand j'ai sentier, tu me comprends, c'est-à-dire que c'est pas mou, et que tu peux gagner de la vitesse sur ce de terrain. Et non, j'étais sur la même vitesse, j'étais vraiment, en mode robot, parce que sinon, j'avançais pas. Je me suis mis en mode robot, pied l'un devant l'autre. Pour maintenir, en fait, la peu de force qui me restait, en fait. Ce peu de force qui me reste, je vais l'utiliser juste pour mettre au moins un pied devant l'autre jusqu'à l'arrivée. Parce que je pouvais plus, quoi. J'avais mal aux pieds, je sentais vraiment la fatigue, mais la fatigue. Donc, à la fin de la deuxième étape, donc, forcément, comme au dernier checkpoint, j'avais bien expliqué pourquoi je me suis arrêtée. Donc, j'ai marché, j'ai été accompagnée d'un médecin et je crois qu'il y avait 2 infirmières aussi, au cas où, parce qu'ils avaient peur justement, avec ce que j'avais décrit aussi, que je tombe par terre, je pense. Et donc du coup, ils étaient avec moi, et je marchais, comme je marchais doucement, ils étaient à mon rythme, on va dire. Donc ils avaient eu le temps de ramasser tous les petits drapeaux. Et donc du coup, c'est vrai que du coup, j'ai fait l'arrivée. Il y en avait certains qui avaient aussi, il y avait les bleus, on va dire. Les bénévoles. Voilà, qui faisaient de la musique aussi pour essayer de me maintenir réveillée, on va dire. T'étais bien entourée pour aller au bout de cette étape. Exactement. Et donc du coup, quand je suis arrivée, j'y croyais pas en fait que j'ai réussi. Quoi. Je dis ça y est, c'était la fin, c'est la fin. Charlotte, t'as réussi, t'es au bout. Vas-y, continue, marche jusqu'à la fin là-bas. Et en plus, ils m'acclamaient, et ça me motivait encore plus d'aller vers eux, la lumière, et tout, je vais pouvoir me reposer, tu vois, aller dormir et tout. Ils étaient plusieurs dizaines à t'attendre à l'arrivée là. Ouais, et puis d'autres coureurs. Il était 3h du matin, je crois. Ouais, et qui était là, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, je vais arriver à cette heure-là, tout le monde dort et tout, voilà. Et de voir qu'il y avait du monde qui était là et je me suis pas sentie seule finalement. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a émue, on va dire, et en même temps, j'étais contente d'avoir réussi à faire les 60 km, mais je savais pas que j'allais faire 60 km. Je n'arrivais pas à le réaliser. À réaliser, voilà. Parce que dans ma tête, j'étais toujours non, il faut que j'avance. Je ne voulais pas regarder en arrière ce que j'avais fait, parce que je regardais juste ce qui reste, ça super, je regardais ce que j'avais fait. Ça me démotivait de continuer. Il vaut mieux regarder ce qui me reste. J'étais toujours en mode, ce qui me reste. Et donc, je me suis dit, quand je dormirai, je me poserai, j'essaierai de revoir ce que j'ai fait, en fait. Et oui, après, ce que j'ai fait, j'étais contente. Je suis partie pour que je voulais voir les ampoules, mais bon, c'était fermé, forcément. Donc, je suis partie directement dormir. Et donc j'ai eu du mal à ouvrir mon sac de couchage, m'habiller en pyjama, on va dire. Enfin, en pyjama, entre guillemets, c'est pas un pyjama. Un peu lourd à prendre dans son sac, un vrai pyjama. Exactement. Et voilà, j'ai dormi direct. Et j'ai dormi comme un bébé, finalement, parce que j'étais trop crevée. C'est-à-dire, même le matin, j'ai pas entendu le bruit à côté. C'est vraiment la chaleur du soleil dans la tente à 10h qui m'a réveillée. C'est ça qui m'a réveillée. Et je me suis réveillée.
Le lendemain, Charazade, c'était la journée de repos. Puis il y a eu la troisième étape qui faisait à peu près 26 kilomètres. Comment tu as vécu là, le moment où tu as terminé cette troisième étape et que tu as franchi la ligne d'arrivée et puis il y a la médaille qui t'attendait? J'imagine que c'est un moment que tu avais probablement imaginé dans ta tête plein de fois. Est-ce que ça a été conforme à l'idée que tu t'en faisais? Quelle a été l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là? Ah oui, oui, pour moi, comment dire, c'était l'expression en fait que je l'ai fait en fait. J'ai réussi à affronter, on va dire, ma maladie. C'est-à-dire, j'ai prouvé à moi-même que je pouvais y arriver, que j'avais raison. Et que certaines personnes, bien sûr, dans mon entourage, me disaient non, faut pas le faire et tout, ça sentit trop. Mais en plus, dans la chaleur, le marathon de ça, c'est pas bien pour la chaîne. J'avais beaucoup de gens qui étaient un peu plus sécuritaires, on va dire. Et moi, j'étais plus dans l'objectif, non, je le fais. je le fais. Et le fait de l'avoir réussi, bah, franchement, c'est une satisfaction. C'est réconfortant pour moi. Je me suis dit, je l'ai fait. J'ai toutes ces douleurs, tout cet acharnement, toute cette difficulté que j'ai traversée. Bah, j'ai réussi, en fait. J'ai réussi comme quelqu'un qui n'a pas de maladie, finalement. J'ai pu le faire. Donc, je me suis dit... Ça t'a apporté beaucoup de confiance en toi. Voilà, ça m'a redonné confiance. Et ça m'a aussi montré... j'ai appris de mes limites. Et j'ai appris que, en fait, je suis endurante. Chose que je ne pensais pas. Quand on fait 60 km, effectivement, on peut dire que tu es endurante. Je suis capable d'endurer, c'est bien. Je dis, peut-être que si je travaille un peu à la vitesse de marche et les petits détails à côté, on va dire tout ce qui est poids, tout ce qui est... Peut-être que je pourrais mieux faire, on va dire. J'arriverai pas à 3 heures du matin, j'embêterai pas les gens qui d'abord. Ce qui compte, c'est de finir. C'est ce que tu as brillamment réussi à faire. Charazade, est-ce que c'est le genre de défi sur lequel on risque de te revoir là? Est-ce que le fait d'avoir réussi justement et d'être allé au-delà de la maladie et puis peut-être des doutes de ton entourage, d'avoir fait cette démonstration-là d'abord pour toi et puis ensuite un peu pour le contexte plus général, est-ce que ça te donne envie de continuer sur cette lancée-là et d'aller tester d'autres choses, d'aller tester encore ailleurs? C'est qu'un début finalement? Oui. Ah si, justement, moi, je pensais pas que j'en referais un autre, hein. Mais finalement, oui, ça m'a donné le goût... surtout avec les gens que j'ai rencontrés, qui me parlaient un peu de tout ce qu'ils faisaient à côté et tout. Ça m'a un peu donné le boost d'aller aller plus loin, quoi, de refaire peut-être pourquoi pas un marathon des sables aussi, un autre, peut-être, je sais pas, je vais voir. Mais je me laisse le temps encore un petit peu. Et oui, ouais, je pense qu'il y aura d'autres défis. Ouais. Il y aura d'autres défis, obligés, je pense. Obligé. Je peux pas m'arrêter à ça. Merci beaucoup, Charazade. Je suis très heureux qu'on ait pu entendre ton marathon des sables. C'est vraiment pour moi la plus belle histoire qu'on ait pu vivre, en tout cas sur le bivouac. Et c'est un formidable exemple de résilience, de détermination. Donc, bravo pour tout ce que tu as réussi à te prouver à toi-même et à tout le monde, physiquement, mentalement. Tu as sollicité plein de ressources. Et c'est une histoire admirable. Donc voilà, je te témoigne aussi toute mon admiration. Et je suis très heureux qu'on puisse donner à entendre cette histoire que tu as vécue et puis que ça puisse donner aussi envie à des personnes qui douteraient, quelle que soit la raison, sur leur capacité de se lancer dans un projet, qui soit le Marathon des Sables ou autre, mais en tout cas d'envisager des choses qui paraissent peut-être trop grandes, de s'autoriser à y croire et puis ensuite de se donner les moyens d'y arriver. C'est surtout ça, c'est le mental. C'est ce que j'ai compris aussi. C'est vraiment le mental qui est le moteur du corps, finalement. Ça me fait penser à la même chose que quand dans les prises en charge des soins médicaux. Le mental participe beaucoup pour la réussite, justement, d'un traitement. Et c'est pareil. Dans le sport, en fait, s'il n'y a pas le mental qui va avec, le corps, il ne suit pas. Donc, le corps, il peut être limité, mais si le mental est là, en fait... fera des merveilles. Voilà, exactement. Sans limite, comme toi, tu nous l'as prouvé, Charazade. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je suis très heureux qu'on ait pu avoir cet échange. Écoute, j'espère aussi avoir la chance de te recroiser sur les prochains défis, puisqu'il y en aura d'autres. Donc, peut-être que nos routes se croiseront à l'avenir, quel que soit le projet. Et je te remercie pour ta disponibilité. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi surtout. Merci, avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous donne vraiment encore plus envie de vous défier.
comme moi. Il faut se défier et vous êtes tous capables. Il ne faut pas écouter les autres voilà, qui vous diront le contraire. Shahrazad, elle est 2 points serrés quand elle vous raconte ça. Donc il y a de la conviction, ça se sent. À bientôt Shahrazad, merci. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.